Je continue avec les organes génitaux internes. On verra maintenant les ovaires. Elle a toujours la coupe. C'est si vous voulez, une vue sagittale, vue coupe sagittale du bassin. Elle a la vessie, l'utérus, les trompes et les ovaires. Donc les ovaires sont les gonades de la femme, sont les glandes sexuelles de la femme. Ce sont deux glandes paires et symétriques. Les ovaires sont des glandes mixtes, sont des glandes paires et symétriques, assurant une double fonction. La fonction endocrine, donc les ovaires sont des glandes mixtes, comme les testicules. Ils ont une fonction endocrine et une fonction exocrine. La fonction endocrine assurant la production hormonale, les œstrogènes et les progestatifs, c'est des hormones sexuelles chez la femme, et une fonction exocrine, c'est la production représentée par la production des ovules. La situation, les ovaires sont situés dans le petit bassin ou dans la cavité pelvienne, de part et d'autre de l'utérus, comme les trompes. L'utérus occupe la partie médiane du pelvis, les trompes et les ovaires sont situés de part et d'autre de l'utérus. La description, l'ovaire a une forme, comme vous voyez, ovoïde. On lui décrit deux faces, latérale et médiane, donc deux faces, une face latérale et une face médiane, deux bords, un bord postérieur libre et un bord antérieur. Le bord antérieur, il est appelé bord mésovarique. Ce bord présente le hile, l'ouverture, comme le hile du foie et le hile du rein. L'ovaire présente un hile, cette hile s'ouvre au niveau du bord antérieur, correspond au bord antérieur de l'ovaire. Deux extrémités, supérieure au tubaire, inférieure ou utérine. Toujours la description. L'ovaire est fixé à la face postérieure du ligament large. L'ovaire, ça c'est une vue postérieure de l'utérus avec les annexes. L'ovaire est fixé à la face postérieure du ligament large. Le ligament large est formé par deux feuillets, antérieur et postérieur. L'ovaire, il est fixé au ligament large, mais exactement à sa face postérieure. Sa surface est irrégulière et bosselée, avec des cicatrices post-ovulatoires. L'aspect extérieur de l'ovaire, c'est pas lisse. Donc la surface, elle est irrégulière, elle présente des bosselures. Ces bosselures caractérisent ou correspondent aux cicatrices post-ovulatoires. Après chaque ovulation, il y aura une cicatrice. La couleur des ovaires est rose nacré. La couleur est rose nacré. Les dimensions, pour les bosselures, l'ovaire chez la petite fille, avant la puberté, est lisse, parce qu'il n'y a pas ovulation. Mais il devient de plus en plus bosselé chez la jeune femme ou la femme après la puberté. Les dimensions, la longueur est de 4 cm, la largeur est de 2 cm, l'épaisseur est de 1 cm. Le poids est de 8 à 10 grammes. 8 à 10 grammes. La fixité, l'ovaire est maintenu en place par
On a le ligament propre de l'ovaire, ou ligament utéro-ovarien. C'est en même temps un moyen de fixité pour l'utérus et un moyen de fixité pour l'ovaire. Il relie le pôle utérin ou l'extrémité utérine de l'ovaire à l'utérus, exactement à la corne utérine. Ce ligament D sur le schéma. Deuxième ligament, c'est le ligament suspenseur de l'ovaire ou le lambeau ovarien. Ligament suspenseur de l'ovaire ou le lambeau ovarien, numéro B, ou représenté par la lettre B. Le plus solide, il est tendu de la paroi lombaire à l'ovaire. C'est un ligament qui est solide, il relie la paroi lombaire, la paroi de la région lombaire, à l'ovaire. Donc il est appelé ligament lombo par rapport à la paroi lombaire, lambeau ovarien. Le ligament tubo-ovarique, et unit le pôle tubaire, ou l'extrémité tubaire de l'ovaire, au pavillon de la trompe. C'est un moyen de fixité aussi de la trompe. Donc on a le ligament propre de l'ovaire, le ligament lombo-ovarien, le ligament tubo-ovarien, le mésovarium. Le mésovarium, c'est le même principe que le mésosalpinx. C'est un court méso, celui-là, unissant l'ovaire, celui-là. Il unit l'ovaire au feuillet postérieur du ligament large. On a dit que l'ovaire est fixé à la paroi postérieure du ligament large. Le ligament large est relié, voilà, ça c'est une coupe frontale, sagittale, pardon. Ça c'est la trompe. Ça c'est le mésosalpinx. Donc tout ça c'est le ligament large avec ses deux feuillets antérieurs et postérieurs. La partie supérieure du ligament large est appelée mésosalpinx. Le feuillet postérieur du ligament large est relié à l'ovaire, exactement au niveau du son bord antérieur, par le mésovarium. Le mésovarium, c'est un méso qui unit l'ovaire au feuillet postérieur du ligament large. Ça, c'est le mésovarium. Il est relié pas à tout le ligament large, juste au feuillet postérieur du ligament large. On a dit que l'ovaire est fixé à la paroi postérieure du ligament large. Il se fixe au pourtour du hile, c'est-à-dire du côté de l'ovaire, il se fixe au pourtour du hile de l'ovaire, formant la ligne de phare. La limite est appelée ligne de phare. Donc le mésovarium relie le ligament large à l'ovaire. Mais exactement, il relie le feuillet postérieur du ligament large au hile de l'ovaire. Le hile se trouve au niveau du bord antérieur, correspond au bord antérieur de l'ovaire. Puis le péritoine s'interrompt brutalement. L'épithélium ovarique lui fait suite. Le reste de l'ovaire n'est pas péritonisé. Le péritoine du feuillet postérieur du ligament large, il va rejoindre le hile, puis il s'arrête à ce niveau-là. Après, il se continue par l'épithélium ovarique. C'est-à-dire l'ovaire, il n'est pas péritonisé. Les artères, on a l'artère, c'est le même principe que les trompes, mais sauf qu'ici on a l'artère ovarique médiale et l'artère ovarique latérale. L'artère ovarique, elle naît de l'aorte abdominale, elle irrigue l'ovaire par son rameau ovarique latéral. On a dit que l'artère ovarique, elle se divise, elle naît de l'artère abdominale, elle se divise en deux branches,
artère tubaire latérale et artère ovarique latérale, qui pénètre dans le hile. L'artère utérine par son rameau ovarique médial, qui pénètre dans le hile aussi, et s'anastomose avec le rameau ovarique de l'artère ovarique. Donc, même principe que les trompes. Ici, on a artère ovarique médiale qui vient de l'artère utérine et artère ovarique latérale qui vient de l'artère ovarique. Les deux artères vont s'anastomoser et pénètrent au niveau du hile. Les veines se jettent, ici c'est un peu spécial, les veines de l'ovaire se jettent dans un plexus qui entoure l'ovaire, appelé plexus pompiniforme. Plexus pompiniforme. Après, ce plexus est drainé par les veines ovariques. Ce plexus est drainé, va se jeter le sang veineux de l'ovaire au niveau des veines ovariques. La veine ovarique droite, elle se jette directement dans la veine cave inférieure. La veine ovarique gauche se jette dans la veine rénale gauche, qui elle-même va rejoindre la veine cave inférieure. Donc pour les veines de l'ovaire vont rejoindre un plexus appelé plexus pompiniforme. Ce plexus va rejoindre la veine ovarique. La veine ovarique à droite, elle se jette dans la veine cave inférieure. La veine ovarique à gauche, elle se jette dans la veine rénale gauche. Les lymphatiques, satellites des vaisseaux ovariques, ils se jettent dans les nœuds lymphatiques latéraux aortiques, de part et d'autre de l'aorte abdominale. Ils vont rejoindre les lymphatiques de l'utérus, comme on a dit pour les trompes. Les nerfs, tributaires du plexus ovarique, satellite de l'artère ovarique. On a un plexus nerveux, appelé plexus nerveux ovarique. Il va rejoindre l'artère ovarique. Provient du plexus intermésentérique pour les ovaires. Donc déjà l'artère ovarique, elle naît de l'aorte abdominale. Au niveau de l'abdomen, on a le plexus cœliaque, puis ce plexus cœliaque, il donne des branches efférentes. Parmi ces branches efférentes, le plexus intermésentérique, entre les deux artères mésentériques. Ce plexus, il est à l'origine de l'innervation de l'ovaire. Donc le plexus ovarique, il est satellite de l'artère ovarique. Il provient du plexus intermésentérique. C'est un plexus qui se trouve entre les deux artères mésentériques supérieures et inférieures. Le vagin, c'est un conduit musculaire et membraneux, comme les trompes. La constitution est musculaire et membranaire. S'étendant du col de l'utérus à la vulve, ses limites. La limite supérieure, c'est le col de l'utérus, la portion intravaginale du col, et en bas, la limite inférieure, il s'étend, il s'ouvre au niveau de la vulve. C'est l'organe féminin de la copulation. Le vagin, sa fonction, c'est la copulation, c'est l'organe féminin de la copulation. L'organe féminin de la copulation chez l'homme, c'est la verge ou le pénis. Chez la femme, c'est le vagin. La situation, le vagin est médian, comme l'utérus, situé entre la vessie en avant et le rectum en arrière. Et l'utérus en haut, il est situé dans la partie moyenne de la cavité pelvienne, entre la vessie en avant, le rectum en arrière et l'utérus en haut. Il est dirigé obliquement vers le haut et vers l'arrière, où il s'attache à l'utérus. Le vagin est le contraire de l'utérus.
de bâton et d'arrière en avant. Le vagin, non, il est incliné d'avant en arrière. Il est incliné en haut et vers l'arrière, c'est-à-dire d'avant en arrière. Il n'est pas vertical, il est incliné comme ça. Et l'utérus comme ça. Où il s'attache à l'utérus. Le vagin, bien sûr, il s'attache à l'utérus. La configuration externe, il a la forme d'un cylindre aplati en antéro-postérieur, une forme cylindrique, mais aplati d'avant en arrière. Aplati en antéro-postérieur, souple, c'est un organe qui est souple, élastique et contractile. Il présente deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Ici, on a une coupe, ce schéma représente une coupe frontale du vagin. Ça, c'est la portion intravaginale du col utérin. Et ça, c'est le vagin. Donc, il présente deux faces antérieure et postérieure. Deux extrémités. L'extrémité supérieure, appelée fornix, elle s'attache au col utérin formant 4 culs de sac. Voilà, l'extrémité supérieure du vagin est appelée fornix. Elle s'attache au col utérin en formant, elle ne s'attache pas directement, elle forme des culs de sac. Des culs de sac. 4 culs de sac, 2 latéraux, un cul de sac antérieur et un cul de sac postérieur. L'extrémité inférieure forme l'orifice du vagin, l'orifice vaginal qui s'ouvre dans la vue. Donc ça, c'est une vue latérale de l'extrémité supérieure du vagin avec la portion intravaginale du col. Et ça, c'est une vue ventrale, une vue antérieure de l'extrémité supérieure du vagin avec, bien sûr, la portion intravaginale du col. Voilà les culs de l'extrémité supérieure du vagin qui est appelée fornix avec 4 culs de sac antérieur, postérieur et 2 culs de sac latéraux. La configuration interne, présence sur chaque paroi antérieure et postérieure d'une saillie longitudinale médiane appelée colonne de vagin. À l'intérieur, le vagin n'est pas lisse, il présente des colonnes et des rides. On a une colonne au milieu, une colonne longitudinale, c'est la colonne du vagin, celle-ci, et des plis transversaux appelés rides vaginales, plus nettes chez la femme jeune et chez la nullipare. C'est logique, la femme qui n'a jamais accouché ou la jeune fille, les rides existent. Après les accouchements, les rides s'effacent. Elles existent toujours, mais elles sont effacées par rapport, elles ne sont pas saillantes comme chez la jeune femme ou la nullipare. Les dimensions, la longueur moyenne du vagin est de 8 cm, mais bien sûr, il peut se distendre. Le calibre est très variable. Les possibilités de distension sont aussi très importantes. Le calibre du vagin est variable. Il peut avoir des calibres importants. Il permet le passage de l'enfant ou du bébé au moment de l'accouchement. La vascularisation, les artères assurées par l'artère vaginale longue, c'est une collatérale de l'artère hypogastrique, collatérale de l'artère iliaque interne. Les artères vésico-vaginales, comme on a vu, c'est des branches collatérales de l'artère utérine, artère vésico-vaginale qui va irriguer la vessie et le vagin. Artère cervico-vaginale, c'est aussi une branche collatérale de l'artère utérine. Elle irrigue le col et le vagin. Les veines sont satellites des artères. On a une veine vaginale longue, veine vésico-vaginale et veine cervico-vaginale. Les veines rejoignent la veine iliaque interne ou la veine hypogastrique. Les nerfs
L'innervation du vagin est assurée par le plexus hypogastrique inférieur comme l'utérus. On a l'utérus innervé par le plexus hypogastrique inférieur, les trompes, la même chose, les ovaires, le plexus intermésentérique, le vagin est innervé aussi par le plexus hypogastrique inférieur. Bien sûr, le plexus hypogastrique inférieur, on a le plexus droit et le plexus gauche. On termine, on a vu déjà les organes génitaux internes, on termine par les organes génitaux externes représentés par la glande mammaire, vous avez déjà fait ce cours, et deuxième organe génital externe, c'est représenté par la vulve. La vulve désigne l'ensemble des organes génitaux externes chez la femme, se présente comme une saillie ovalaire avec une fente médiane. La vulve elle se présente comme une saillie ovalaire avec une ouverture au milieu, une fente ou une ouverture médiane. Elle comprend les éléments suivants. On a tout d'abord le mont de pubis. Le mont de pubis. C'est une saillie médiane et triangulaire. Triangulaire à base supérieure et à sommet inférieur. Située devant la symphyse pubienne, c'est-à-dire juste en avant de la symphyse pubienne, on trouve le mont de pubis. Constitue une élévation de tissu adipeux recouverte de peau et de poils. Le mont de pubis, c'est la partie de la vulve qui est recouverte de poils. Elle correspond à une élévation de la constitution de tissu adipeux recouvert par la peau et le poil. Les éléments de la vulve. On a vu le mont de pubis. Deuxièmement, les grandes lèvres. Les grandes lèvres, ce sont deux replis cutanés. Ce sont des replis cutanés qui limitent la fente vulvaire. On a dit que la vulve, c'est une saillie ovalaire avec une fente. La fente vulvaire est limitée par les grandes lèvres. Donc, entre les deux grandes lèvres, on a la fente vulvaire. Les petites lèvres, ce sont aussi deux replis cutanés d'apparence muqueuse. Ce sont des replis cutanés d'apparence muqueuse, limitant le vestibule vaginal. Si on écarte les deux grandes lèvres, on trouve la fente vulvaire. Si on écarte les deux petites lèvres, on trouve le vestibule vaginal. Le vestibule, c'est tout ça, c'est le vestibule. C'est une dépression limitée par les faces internes des deux petites, parce que les petites lèvres ont une face externe et une face interne. Le vestibule, c'est une dépression qui est limitée par les faces internes des petites lèvres, présente d'avant en arrière, le méa urétral. L'urètre chez la femme s'ouvre au niveau du vagin, exactement, s'ouvre au niveau de la vulve, exactement au niveau du vestibule. On a vu déjà ça. L'orifice vaginal. Le vestibule, on trouve d'avant en arrière l'orifice urétral, l'ouverture de l'urètre, et l'orifice vaginal. Donc tout ça, c'est le vestibule. Tout ça. Ça, c'est l'orifice urétral et ça, c'est l'orifice vaginal. Il correspond à l'extrémité inférieure du vagin. On a dit le vagin, son extrémité supérieure, c'est le fornix et son extrémité inférieure, c'est celle-ci. S'ouvre dans la vulve par l'orifice vaginal. L'orifice vaginal est fermé par l'hymen chez la Vierge. La fille, avant de se marier, elle est dite vierge. Donc cet orifice, l'orifice vaginal, est fermé par l'hymen. L'hymen, c'est un mince repli de membrane muqueuse. C'est quoi l'hymen? C'est une mince membrane muqueuse, vascularisée,
qui forment un rebord. Ça, c'est l'hymen. Tout ça, c'est le vestibule, les petites lèvres. Donc, tout ça, c'est le vestibule. Le méa urétral et le méa vaginal. L'hymen, c'est celui-là. C'est une membrane mince qui forme un rebord autour de l'orifice et le ferme partiellement. L'orifice vaginal, même chez la Vierge, il n'est pas totalement fermé. Sinon, d'où passe le sang des règles et des sécrétions vaginales? On a l'orifice qui est annulaire et autour duquel on trouve l'hymen, qui est une mince membrane muqueuse vascularisée. Si elle est déchirée, cette membrane, elle saigne un petit peu. Voilà pour l'hymen. J'ai dit c'est un rebord qui se trouve autour de l'orifice vaginal. Il le ferme, j'insiste, il le ferme partiellement et pas totalement. S'il le ferme totalement, ça c'est un cas pathologique. On appelle ça l'hymen imperforé, qui nécessite une incision. On a plusieurs types d'hymen. Ça c'est la forme la plus fréquente. On peut avoir l'hymen cribriforme. Trouver de petits orifices, l'hymen cloisonné ou séparé, ça et ça, donc ça c'est l'hymen, ça c'est l'hymen aussi, ça c'est l'hymen, c'est une variété anatomique, l'hymen cloisonné ou séparé, ça c'est l'hymen imperforé, c'est un cas pathologique, et ça c'est un orifice vaginal, c'est chez une multipare. Ici, l'hymen est déchiré. Chez une multipare ou chez une femme qui n'est pas vierge. Voilà pour l'orifice vaginal. C'est bon, on a vu les éléments de la vulve, on a vu le mont du pubis, les grandes lèvres, les petites lèvres, le vestibule avec les deux méas, le méa urétral et le méa vaginal, le clitoris. On a parlé déjà du clitoris. On a dit que c'est l'équivalent du pénis chez l'homme, c'est l'organe érectile chez la femme. C'est l'organe érectile féminin. Il est situé où? À la jonction des deux petites lèvres. En avant, juste tout en avant, à la jonction les deux petites lèvres, si on les écarte, on trouve le vestibule, mais à la jonction des deux petites lèvres en avant, on trouve cette partie arrondie-là, c'est le clitoris. Le clitoris, bien évidemment, est formé par les organes érectiles qui sont les corps caverneux et les bulbes vestibulaires. Lorsque ces éléments, lorsqu'ils se réunissent, bien sûr, ils sont recouverts par les muscles du plan superficiel du périnée. Lorsqu'ils se réunissent, ils donnent cette petite formation représentée par le clitoris. Les glandes vulvaires. Les glandes vulvaires, ce sont des glandes qui lubrifient. Leur rôle, c'est la lubrification de la vulve. C'est des glandes des glandes exocrines qui lubrifient la vulve. Parmi ces glandes, on a les glandes vestibulaires mineures. Donc ça, c'est une glande vulvaire. On a les glandes vestibulaires mineures, majeures, qu'on a vu hier. On a dit que le muscle bulbo-vestibulaire chez la femme, il recouvre la glande vestibulaire majeure et le bulbe vestibulaire. Donc, parmi ces glandes, on a les glandes vestibulaires mineures, parce qu'ils sont situés de part et d'autre du vestibule. On a les glandes vestibulaires mineures, les glandes vestibulaires majeures et les glandes para-urétrales, les glandes qui sont situées de part et d'autre du méa urétral.